Vous l'avez tous consulté évidemment ce matin à la matinale du Monde. Donc cette application qui chaque matin vous fait swiper dans des contenus produits par la rédaction du quotidien. Un coup à gauche, vous jetez l'article, un coup à droite, vous le gardez. Ces gestes, déjà, il y a quelques années, étaient largement donc, inspirés de l'application Tinder. Cette fois-là, déjà, l'univers de l'entertainment inspira celui de l'info. Ça va être évidemment l'objet de notre débat ce matin. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un bon TikToker d'actu et un mauvais TikToker d'actu? Alors, je ne vous ferai pas le sketch auquel vous voyez tous la référence, mais quelle est la différence entre celui ou celle qui est journaliste et celui ou celle qui ne l'est pas? Je recite le chiffre d'Élise pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui nous a beaucoup fait réfléchir cette semaine, quand on lit dans La Croix que 51% des moins de 35 ans pensent que c'est plutôt une bonne ou une très bonne chose que de plus en plus d'infos soient diffusées sur les réseaux sociaux par des personnes qui ne sont ni journalistes ni rattachées à des médias. Alors tout ça parce qu'à un moment les formes se ressemblent, les formes se superposent. Alors qui copie qui entre les médias classiques et les nouveaux médias et aussi les autres formes de diffusion de contenu? Qui influence qui dans la forme? On parle là évidemment principalement de la vidéo, on va y revenir. Comment les médias traditionnels empruntent-ils les codes des nouveaux médias et des nouvelles plateformes de diffusion et inversement? Comment les nouveaux médias, eux, misent sur l'incarnation davantage que sur la puissance de la marque historique installée? Autre question, comment réussir le mélange de ces formats et dégénération dans des médias plus anciens, plus installés? Comment acquérir la légitimité, au contraire, quand on est un média plus récent? Donc avec ces nouveaux formats, les journalistes deviennent-ils des marques aussi puissantes, voire plus puissantes que leurs propres médias? Et surtout, parce que n'oublions pas que nous sommes la CNMJ, ces nouvelles mises en forme changent-elles la formation et le recrutement des journalistes? Aujourd'hui, est-ce qu'avoir un compte TikTok actif est-il un meilleur atout pour un jeune aux yeux des recruteurs que d'avoir fait un stage en presse nationale ou en presse locale, comme c'était le cas pendant toutes les décennies précédentes? Alors, c'est toutes ces questions, j'ai posé beaucoup de questions, parce qu'on va essayer d'apporter quelques réponses auxquelles nous allons répondre, donc avec Maëva, qui va co-animer cette table ronde avec moi. Maëva Dumas, elle est étudiante à l'école publique de journalisme de Tours, et déjà elle a sa chaîne sur YouTube et sur TikTok, ça s'appelle @_l'objectif, dans laquelle elle réalise des reportages et des décryptages d'actu. Alors, elle nous racontera son expérience et interrogera aussi nos invités à l'aune de sa pratique quotidienne. Bonjour à tous. Du coup, avec nous invités parmi nous, donc Alexis Delcambre, donc directeur adjoint de la rédaction du Monde et chargé de la transition numérique au Monde. Vous allez nous expliquer justement la diversification du quotidien de référence. Donc, vous allez pouvoir nous préciser ce que c'est. Donc, sa diversification à travers les nouveaux médias, donc TikTok et Snapchat, avec l'intégration des codes de narration de ces réseaux sociaux, mais aussi avec des nouveaux visages dans les contenus proposés, des nouveaux visages qui parfois sont extérieurs au monde du journalisme. Et vous nous parlerez aussi de votre stratégie au Monde à propos de ces supports, les inspirations que vous pouvez avoir, et également la cohabitation entre tradition et modernité, mais également entre les différentes générations de journalistes. Mais aussi avec nous, donc, Axel Roux, rédacteur en chef de Vatica. Donc Vaquita. Vaquita, pardon. Pas le Vatican. Pas encore. Pardon. Oui, on en parlera. Donc, je la refais, donc Vatica. Vaquita, pardon. Effectivement, ouais. Donc, Vaquita, c'est bon, on dit. Ouais. Donc, qui était un média numérique et jeune, qui est apparu récemment, donc en novembre, si je ne me trompe pas. Donc, vous proposez des sujets autour des sujets environnementaux, sociétaux, et vous tendez aussi à proposer des solutions à travers vos contenus. Donc, Vaquita, qui est un média engagé et qui propose donc des vidéos incarnées, notamment à travers la personnalité de Hugo Clément, qui est le cofondateur de ce média. Vous l'avez connu à Combini il y a quelques années. Et déjà, Combini était un média qui proposait des contenus innovants. Et vous nous parlerez justement de cette incarnation journalistique sur les réseaux sociaux, mais aussi comment votre média veut attirer des jeunes avec la proposition de nouveaux formats. Et pas que jeunes, d'ailleurs. Voilà, mais pas que jeunes. Et donc, Madame Jeanne Perrier, Valérie Jeanne Perrier,
Je suis là. Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Donc, vous êtes professeur d'université et directrice donc, de l'école du journalisme du CELSA qui nous accueille. Aujourd'hui, durant ce débat, vous allez intervenir en tant que responsable de formation en journalisme et vous nous raconterez justement l'histoire de Eva Chen et Suzy Menkes, si je le prononce bien. Donc Eva Chen, 43 ans, qui a été d'abord influenceuse, puis journaliste avant d'être directrice des partenariats mode chez Instagram. Et Suzy Menkes, donc 79 ans, journaliste et rubricard de mode pour différents journaux américains. Donc on va te laisser la parole, Valérie, puisque cette histoire que tu nous racontes de Bon Matin est à la fois une bonne intro à notre débat et aussi à notre journée. Petit rappel des règles, donc chaque participant nous fera une petite présentation de 6 à 8 minutes maximum, on se permettra de les couper au bout d'un moment. Et puis très vite, on interagira avec vous, avec la salle. On a évidemment nous aussi des questions à leur poser en stock, mais on donnera la priorité évidemment à vos questions. Et donc c'est à toi, Valérie. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est vrai que ces micros ont tendance parfois un petit peu à souffler, donc il faut trouver la bonne distance. Je crois que j'y suis, on me fait signe que c'est bon. Alors, donc oui, effectivement, j'ai choisi à l'invitation de la CNMJ, pour essayer de vous présenter les choses, de prendre un pas de côté, c'est-à-dire d'aller vers un secteur qui a l'habitude de ces questions d'influence et de transformation des pratiques, avec des relations assez complexes entre la partie éditoriale et la partie, on va dire, plus communication et marketing. Je parle donc du secteur de la mode. Donc, on va essayer, à travers les figures assez marquées de Suzy Menkes, donc qui est une ancienne journaliste qui a beaucoup travaillé pour l'International Herald Tribune et puis pour aussi le New York Times et Vogue, et la figure de Eva Chen, qui est en fait une jeune femme plutôt tournée vers le marketing et qui s'occupe des partenariats de mode pour Meta et plus particulièrement pour la plateforme Instagram. On va essayer de comprendre ce qui se joue entre le journalisme et la communication dans ce processus d'influence que je vois avant tout comme un processus discursif. Donc je vais essayer de vous présenter leurs modalités de pratique et on va constater que celles-ci se rapprochent mais dans des jeux assez complexes d'associés rivaux qu'on va essayer d'analyser et qui, à mon avis, préfigurent assez bien les termes du débat qui va se dérouler toute la journée. Alors, tout d'abord, une introduction assez rapide. On va débuter sur le fait que ces deux personnes sont affiliées à une représentation, une figure qui est celle du rubricard ou de la rubricard de mode, qui sont des journalistes reconnus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils ou elles connaissent ce secteur, aussi bien dans des aspects industriels que dans ses aspects relationnels et historiques. Et cette reconnaissance, donc, repose sur un savoir-faire qui lui-même s'appuie sur l'expérience et l'accumulation de connaissances, motivées souvent par un goût, des passions, des attachements, des trajectoires entre journalisme et activité culturelle, qui prononcent et distinguent alors les individus par des goûts. Le secteur de la mode est un habitué de ces rapports mélangés entre journalisme et communication, et les figures de mode sont tout à la fois des prescriptrices, des modèles, des informatrices, et souvent aussi, le mot est lâché, des influenceuses, au sens qu'elles établissent des relations spécifiques aux différentes parties prenantes du secteur. Créateurs, industriels, modèles et publics. Leur reconnaissance repose sur des habiletés relationnelles historiquement établies. Donc souvent la presse et les livres en font écho. Alors là j'ai fait une sélection qui est assez marquante autour du cas de Vogue. Alors Vogue, l'histoire du groupe Hearst est largement racontée. On y trouve ces relations compliquées très bien décrites. Et puis plus récemment une biographie de Anna Wintour que vous connaissez sans doute par son pseudo qui est lié à un film qui s'appelle je vais y venir, s'appelle Le Diable s'habille en Prada. Donc vous voyez, vous le connaissez très très bien. Et puis des choses plus récentes qui sont tout à fait marquantes et qui font écho à notre étude. L'exemple de Marie-Claire récemment, qui met à la une jeune femme qui s'appelle Léna, qui elle-même a un certain nombre d'outils sur les réseaux sociaux et qu'on trouve être portraitisée à l'intérieur de ce magazine. Et le rapprochement entre les deux couvertures, celle-ci de 2023 et celle-ci de 1939, est assez frappant. Alors on le verra, il y a aussi des choses qui sont très anciennes dans ces processus d'influence que nous allons analyser.
Donc cette reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure repose tout d'abord sur des compétences de faire savoir et de savoir-faire des réseaux de relations personnelles et professionnelles dans des événements et dans des médias ciblés autour d'une activité professionnelle qui est le fil rouge du journalisme de rubrique. Et sur cet aspect, vous venez de le souligner en introduction, l'Internet et les dispositifs de réseaux sociaux ont fait progressivement évoluer les modalités et les registres de ces compétences de faire savoir et de savoir-faire. On assiste à un grand processus de lissage des façons de dire la mode entre journalisme et communication qu'il faut sans doute relier à la montée en puissance des plateformes sociales telles que celles de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube et maintenant des applications de messagerie telles que WhatsApp ou encore plus récemment TikTok. Donc le travail que je vais vous présenter ici s'appuie sur une observation participante au long cours et je vais essayer tout d'abord dans un premier temps rapidement de vous décrire cette figure émergente de Suzy Menkes dont la pratique journalistique est concurrencée par celle d'Eva Chen, responsable des relations de Meta avec les marques de mode. Alors première chose, d'abord, s'il y a encore quelques années, ce réseau de liens d'un journaliste de mode était protégé et discrètement entretenu à la manière d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice qui se doit au nom d'une puissance politique de nouer de bons contacts pour maintenir des relations cordiales entre États. Aujourd'hui, et depuis 2015, et l'explosion de l'application Instagram dans le secteur de la mode, eh bien ce réseau se doit d'être exposé. Deux notions fortes émergent. D'abord, celle de la notion d'une puissance de communication par l'ambassadeur et celle de porteur d'un message qu'il va élaborer dans un langage qu'il maîtrise avec des termes choisis. Donc l'ambassadeur, de manière traditionnelle, est l'égal des puissants. Il est le représentant d'une puissance absente. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de ces personnages ou de ces journalistes rubricards deviennent des ambassadeurs de leurs propres pratiques et images. Dans le cas de Suzy Menkes, que vous voyez ici à l'écran, penchée sur son écran de téléphone lors d'un défilé de la semaine de la mode à Paris, dans le cas de Suzy Menkes, donc, sa personne est comme un passeur et un lien entre des puissances qui, en principe, ne doivent pas se fréquenter. Les institutions de la mode et les acteurs de la mode, créateurs, modèles, photographes, couturières, designers et le grand public, qui devient lui aussi un prescripteur en devenant une audience potentiellement consommatrice à la fois des accessoires, des produits dérivés et des magazines, et on y vient, et autres supports de mise en visibilité des marques ainsi exposées par des milliers d'images diffusées sur des espaces disponibles à l'usage de tous, c'est-à-dire les plateformes sociales. Et donc, cette exposition devient l'enjeu même du récit de la mode et en général du récit de l'information. Ce leurre d'ouverture au grand public est mis en avant comme un motif d'information pour les acteurs du secteur. Qui invite qui reçoit qui, comment, à quel rythme, selon quelles ententes cordiales. Toutes ces questions trouvent des réponses dans un langage renouvelé de la mode qui accroche l'actualité de l'industrie au centre de ce quotidien relationnel. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une voix, un fantôme. Alors, ce quotidien relationnel, il est imposé par la possibilité d'accès permanent aux applications qui ne demandent qu'à être remplies de contenu d'information. Leurs cadres sont toujours potentiellement ouverts. C'est vrai que dès qu'on ouvre une application, il y a ce curseur qui arrive et qui bat comme un cœur vivant et qui nous oblige en quelque sorte à faire ce travail de remplissage, comme un babillage. Et ce babillage, cette gaze verbale, n'est pas dérisoire. Ici, vous avez des exemples de ce qui est montré. J'ai fait une capture écran qui est assez, me semble-t-il, assez symptomatique parce que voilà de quoi on y parle. Cela constitue désormais une trame commune du langage de la mode qui s'institue autour de scénettes captées par différents outils. Le live d'une application, la série d'instantanés pris dans Instagram, soit par le truchement de la photographie isolée, soit par la mise en place des historiettes dans l'onglet Story de cette même application qui offre des cadres formatants, relativement simples à utiliser et à accommoder selon une logique éditoriale. On peut donc affirmer que les outils digitaux configurent un modèle linguistique de la mode qui mélange images et textes dans un rapport d'interdépendance accrue par l'imposition forte de ces cadres qui instituent des places, des rôles, des gammes d'actions par les possibilités d'usage qu'ils élaborent.
Alors ici, vous avez un exemple assez symptomatique. On voit l'Instagram de Suzy Menkes. Elle va à des présentations, des spectacles, des conférences, mais non pas des moindres. On voit des acteurs majeurs de la politique et de l'industrie s'échanger des propos badins sur ce qui se passe dans l'industrie de la mode, des figures assez marquantes de cette industrie, et puis les défilés, etc., les rencontres. Être présent et paraître à un défilé, à une soirée, rencontrer un créateur, un artisan, un modèle ou un jeune coiffeur, un styliste, une égérie, toutes ces scènes de mode s'éloignent de l'analyse des tendances et des enjeux économiques du secteur pour se rapprocher en des focales variées des acteurs de la chaîne de production des marques de mode, mais aussi de leurs médiateurs. Et les rubricards n'hésitent plus maintenant à se faire médias à la place des médias de mode pour faire face à la montée en puissance de nouveaux arrivants, comme les modèles, les photographes ou encore les blogueurs, il y a quelques années, qui sont capables de rivaliser avec des grands groupes internationaux de presse, Hearst et bien d'autres. Alors, dans la photo que je présentais tout à l'heure de Suzy Menkes, à côté, on avait un autre jeune homme, un fondateur d'un média qui s'appelle BOF, Business of Fashion, qui est Ahmed, qui est un entrepreneur inventeur de médias, qui lui a proposé une nouvelle médiagénie de la mode, plus liée à l'industrie. Alors, cette image particulière souligne bien à quel point les langages de mode se démultiplient et sont toujours dépendants de médiateurs aptes à saisir les logiques sémantiques et sémiologiques portées par ces médias qui ne disent pas toujours ce qu'ils sont. Les plateformes et les applications sont aussi des médias et désormais installés dans un lien d'associés rivaux avec les médias traditionnels. Et le cas que vous avez à l'écran d'Eva Chen est tout à fait sur ce niveau particulier. Pour promouvoir la puissance de communication de la plateforme d'imagerie portée par la firme Meta, elle choisit d'agir à la manière d'une utilisatrice ordinaire par une logique d'usage quotidien des différents outils d'Instagram. L'enjeu pour elle et pour la marque est alors de produire un effet de manualisation de cette marque pour encadrer les nouveaux processus à l'œuvre de prescription des contenus par l'énonciation quotidienne de ses potentialités d'influence. Alors elle parle de ses goûts, de ses modes de vie, des relations à établir avec l'univers de la mode qui est passé au saut de l'inaccessible à celui du banal et de l'ordinaire. Alors je crois que j'ai à peu près terminé. Je vais conclure avec aussi 2 remarques importantes. D'abord, ce processus est permanent. Dès qu'il y a une nouvelle plateforme, on voit ces narrations être retravaillées. Ici, j'ai choisi une capture écran justement du compte TikTok de la personne que je citais tout à l'heure, Lena Situation, qui se met en scène sur cet espace avec un effet d'écriture par strates, avec des courtes vidéos qui incarnent une présence. Et là, on la voit avec 2 acteurs d'une industrie culturelle, celle de Netflix, en train d'échanger d'un ton badin sur toute une série de vêtements. Et donc, on se dit, mais sous le soleil, est-ce qu'il y a encore quelque chose de nouveau ? Alors, la réponse est mitigée. À la fois, oui, on s'aperçoit qu'il y a une accélération et une augmentation de ces contenus qui sont sur ce registre de l'ordinaire et de l'incarnation. Et puis, en même temps, on s'aperçoit qu'il y a aussi des invariants communs à toutes ces plateformes et à ce nouveau discours d'influence, et qui, vous l'avez compris, je pense, est un discours très marqué par des formes narratives très particulières. Je vais les énoncer et je finirai là-dessus. D'abord, la focalisation sur le visage, des visages très présents, très marqués, avec une incarnation forte du corps et de la personne en situation. Et ça n'est pas pour rien que Lena a choisi de s'appeler Lena Situation. Ce sont toutes ces situations qui permettent de raconter quelque chose de ce secteur particulier, qui montent en puissance l'idée de narration. Le mot de narratif prend la place de information et plus récemment de story. On voit que les choses continuent d'évoluer et ça va au-delà de la question des formats. Que ce soit un Reels, une story, une boucle, il s'agit de raconter quelque chose avec un scénario. Et puis ce qui est très marquant aussi du point de vue sémiotique, c'est que tout ça est relié en permanence du tissu particulier, de cette gaze discursive et le trait qu'on voit en haut des stories qui vient marquer le tempo de l'information. Très intéressant, c'est un rythme continu, permanent et il s'agit en permanence de tisser cette histoire. Et au fond, ce qui est raconté en permanence, c'est l'inscription d'une relation marquée par le jeu de celui qui incarne, qui est présent, pour dire le nous,
le nous d'un public qui va venir s'affilier. Et c'est ce public, en fin de compte, qui est réquisitionné à travers ce discours de l'influence. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous prie de m'excuser si j'ai un peu dépassé. Tout au monde, comment on a pris aussi ce virage depuis désormais plusieurs années autour des nouveaux formats, de l'incarnation, et pourquoi pas, on s'est inspiré de médias qui sont bien loin de l'histoire du monde. Oui, bonjour à tous. Ce que ça m'inspire, c'est à la fois une forme de proximité dans les codes narratifs ou les formats qu'on peut utiliser, mais aussi beaucoup de points de différence avec les exemples qu'on vient de voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut accéder au monde, pas seulement en achetant un journal papier ou électronique, pas seulement en allant sur son site web, son app ou l'app de la matinale, mais aussi en allant sur sa chaîne YouTube, en suivant son compte sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram. Je ne mentionne pas d'autres plateformes sociales que vous connaissez. C'est vrai qu'en quelques années, notre présence et les endroits où on diffuse nos contenus ont explosé et qu'ils sont désormais multiples et donc du coup dans des formes narratives, dans des formats extrêmement variés et pour beaucoup nouveaux. C'est vrai qu'on ne faisait pas de vidéos il y a quelques années, on en fait aujourd'hui, on ne faisait pas d'audio, on en fait aujourd'hui. J'ai oublié de mentionner Spotify ou les plateformes de podcast dans les lieux où on peut nous rencontrer, disons. Et donc, on s'est mis à faire du journalisme, qui à nos yeux est le même journalisme, j'y reviendrai, mais à faire du journalisme dans des formats nouveaux et différents. Pourquoi on fait ça ? Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, nous tous, on s'informe par des biais beaucoup plus variés, beaucoup plus multiples et je pense beaucoup plus volatiles qu'il y a quelques années. Nos habitudes évoluent et donc pour nous, notre mission, c'est de fournir du journalisme de qualité, rigoureux, labellisé par le travail d'une rédaction de 500 journalistes, équilibré, etc. Et quelque part, aujourd'hui, faire ça, c'est pas juste publier des contenus, c'est en fait avoir une vraie stratégie d'aller chercher des lecteurs, les lecteurs là où ils se trouvent. On ne peut plus attendre simplement que quelqu'un passe devant un kiosque ou que quelqu'un tape dans sa barre de recherche lemonde.fr. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Il faut vraiment aller à la rencontre des publics et notamment des publics les plus jeunes, là où ils ont leurs habitudes, là où ils se trouvent, et donc sur des plateformes, y compris Snapchat, TikTok et Instagram. Alors quand on fait ça, c'est vrai que pour que ça se passe bien, c'est mieux de s'adapter au code de la plateforme. Évidemment, on ne va pas débarquer dans ces endroits sans tenir compte des codes et des modes narratifs qui sont utilisés. Par exemple, si je prends l'exemple du travail qui est fait par l'équipe d'une petite dizaine de journalistes qui travaillent pour Snapchat et TikTok, c'est vrai que leurs formats journalistiques sont extrêmement variés. Ils font beaucoup de vidéos, mais ce qu'on voit dans ces vidéos, ça va être aussi bien parfois leur visage, parfois du dessin, parfois l'explication d'un phénomène d'actualité en utilisant des objets qui les entourent dans leur espace de travail, des animations, etc. Donc toute une panoplie de formats de langage qu'on peut qualifier de nouveaux pour beaucoup. Et puis effectivement, ne pas hésiter à se montrer. Donc se montrer son visage, ça c'est quelque chose de nouveau. Au monde, traditionnellement, la marque et le nom du média sont beaucoup plus forts que l'individu. Bon, ça n'a jamais empêché des signatures d'exister et d'être connues, mais quand même, voilà, on ne se montre pas forcément. Là, voilà, il y a quelque chose qui a été aussi un peu nouveau dans cette culture-là, qui est le fait de ne pas hésiter à se montrer, même si ce n'est pas toujours la même personne. Voilà. Après, là où je pense que notre expérience diverge assez fortement de ce qu'on vient de voir, c'est que à la fois on fait tout ça dans des formes nouvelles, mais on ne fait jamais et toujours que la même chose, c'est-à-dire de l'information. Pour moi, c'est vraiment très différent de l'influence, qui est une catégorie que pour le coup je ne reprendrai pas du tout pour qualifier notre travail. C'est de l'information.
Et quand bien même elle se fait avec tous ces nouveaux formats, son objectif reste le même, c'est-à-dire amener des faits et un récit des faits étayés, croisés, contradictoires, et permettre aux lecteurs, aux TikTokers, aux gens qui sont sur Snapchat, mais d'avoir les éléments essentiels sur les grands sujets du moment, de se forger leur opinion, etc. L'équipe travaille vraiment avec cet objectif. Notre problématique n'est pas de faire de l'influence. Après que nos contenus aient des effets et des conséquences, des résonances, des impacts sociétaux politiques, tant mieux, on est content. Mais je veux dire, c'est pas l'objectif initial. C'est déjà de rendre disponible à une époque où c'est compliqué, où on voit bien toutes les zones grises qui se développent. On n'a pas parlé aussi de fausses informations, etc. Mais bon, vous avez tout ça en tête. Voilà, notre problématique, c'est de rendre disponibles des contenus auxquels on peut se fier. Et on peut s'y fier pas seulement parce qu'ils sont portés par des individus, on peut s'y fier parce qu'ils sont portés par un collectif de 500 journalistes qui agit, y compris sur ce qu'on voit sur Snapchat et TikTok. L'équipe qui fait ces contenus ne les fait pas tout seul dans sa bulle. Elle les fait en s'appuyant sur les travaux qui ont été faits par les autres. Et c'est comme ça qu'elle augmente ses chances de fournir des contenus justes et de fournir des informations fiables et solides. Voilà. Donc pour terminer, après on pourra peut-être revenir sur ce que ça peut signifier en termes de recrutement, de compétences qu'on va aller chercher pour ces profils, mais j'ai pas regardé l'heure, j'ai peut-être déjà été un peu long, donc je vais pour le moment céder la parole à Axel. Merci Alexis. On reviendra tout à l'heure en effet sur ce que j'ai listé, donc les conflits potentiels entre les générations de journalistes, la question de la formation. Est-ce que vous arrivez à recruter des journalistes bien formés ou non pour ces contenus, pour ces formats? On aura d'autres questions concernant aussi les passerelles. Est-ce qu'en gros, quand on est au service TikTok et Snapchat, on est condamné à y être jusqu'à ses 64 ans, ou est-ce qu'à un moment on peut intégrer un autre service? Et puis la question qui me vient là, que tu as évoquée, mais on l'évoquera tout à l'heure, c'est est-ce que finalement ces jeunes journalistes-là sont pas finalement des éditeurs qui mettent en forme les contenus produits par d'autres, au même titre qu'à une autre époque, des secrétaires de rédaction mettaient en forme dans un journal des contenus produits, ou en tout cas dont les infos ont été apportées par d'autres. Voilà, gardons ça pour tout à l'heure. Axel donc Vakita, le nouveau média. Donc raconte-nous voilà comment est né ce média, et surtout pour être dans notre débat, parle-nous de la figure aussi du créateur Hugo Clément, qui à la fois s'est forgé lui-même et son propre média, mais a décidé de créer un média qui ne porte pas son nom. Et puis voilà la façon dont cette aventure se crée autour de cette incarnation du journalisme notamment. Tout à fait. Non, Hugo Décrypte était effectivement déjà pris. Donc Vaquita, alors Vaquita rapidement, c'est quoi? C'est le nom d'un petit marsouin du Pacifique qui est le mammifère le plus en danger sur Terre. Et si on a choisi ce nom, c'est pour symboliser à la fois l'urgence par rapport à la biodiversité et en même temps l'espoir, la façon, l'impératif d'agir, puisque en fait depuis maintenant une dizaine d'années, il y a des militants de Sea Shepherd notamment qui patrouillent dans le golfe du Mexique pour essayer de sauver la dizaine de vaquitas qui restent sur Terre. Donc c'est pour essayer de symboliser voilà, ces deux axes, à la fois l'urgence par rapport à l'environnement, par rapport à l'effondrement de la biodiversité, et en même temps l'action, le fait de vouloir agir et de ne pas uniquement rester spectateur. Donc ça a été lancé mi-novembre, effectivement, par Hugo Clément, donc, qui est un des visages de l'incarnation au niveau... Quand on pense en tout cas au journalisme incarné en France, je pense que c'est un des premiers visages qui peut-être vous vient en tête. Et ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas seulement un média incarné par Hugo. C'est ce qu'on essaye de faire à Vaquita. On travaille vraiment avec une petite équipe. On est une dizaine de personnes, dont 6 journalistes. Et chaque journaliste, justement, incarne ses propres sujets. Et c'est quelque chose qu'on défend. Je pense qu'après, on pourra aussi discuter de cette question de la transmission, ce que Hugo a réussi à faire. On essaye de faire en sorte d'avoir des journalistes qui effectivement incarnent des sujets et puis aussi défendent des valeurs.
Juste avant de reparler, de revenir plus en détail sur Vaquita, je voulais vous faire un petit préambule pour expliquer aussi ma trajectoire, parce que je pense qu'elle rentre pas mal en résonance avec ces grandes questions de la montée de l'incarnation. Moi, j'étais formé à l'ESJ Lille, une maison que Cyril connaît bien, en 2014-2015. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, on ne parlait quasiment pas, en tout cas dans nos formations, en web, en vidéo, on parlait très peu de cette question-là. On était formé au code vidéo, on nous apprenait le montage, on commençait à nous montrer aussi ce qui se faisait sur Vine, que vous n'avez peut-être même pas connu, voilà. Snapchat. T'es déjà vieux. Voilà, c'est ça, une dizaine d'années. Mais c'était vraiment le début, le balbutiement. Il y avait très peu de figures comme ça qui avaient popé sur les réseaux sociaux, de journalistes qui étaient montés comme ça en puissance sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé dans un univers au départ qui était complètement différent, et d'ailleurs si je suis aujourd'hui ici, c'est un peu la faute de Cyril, puisque j'ai commencé au Journal du Dimanche. C'est lui qui m'a recruté, qui m'a donné ma première chance, et j'y suis rentré au service web, et aussi en tant que secrétaire de rédaction, je faisais les bouclages le samedi soir sur le print. Donc ça m'a aussi donné une vision du journalisme, la vénérable institution, le papier, les bouclages jusqu'à 23h minuit, tout le monde qui s'engueule pour un titre et pour choisir la titraille juste avant le bouclage. Ça, je l'ai connu, et c'était vraiment, et ça reste une expérience fondamentale pour moi. Après cette expérience, j'ai fait un virage à 180 degrés et je suis allé travailler chez Combini pour le lancement de Combini News. En fait, j'y suis arrivé tout début 2018, fin 2017-2018, pour la création et le lancement de Combini News. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Combini News, c'est ce qu'on appelle la déclinaison, la verticale actualité, reportage, interview du média en ligne Combini, qui est connu pour faire de l'info et du divertissement aussi, qui ne s'en cache pas du tout. Et nous, on a été... et c'est là que j'ai rencontré en fait Hugo Clément. Donc, il venait de quitter Quotidien. Il était passé par France 2 avant, il avait fait Le Petit Journal et Quotidien, et il est arrivé à Combini avec cette ambition. C'était justement de faire du reportage incarné. Et si on se remet 5 ans en arrière, et si on essaye de visualiser à quoi ressemble le paysage vidéo web en 2018, il y a Brut qui commence vraiment à émerger et qui est très connu par des petites vidéos desk archives de 3 minutes. C'est des vidéos qui sont faites avec un journaliste derrière un ordinateur, et juste ils sont connus parce que c'est viraux, parce qu'il y a une petite typographie qui va bien, etc. Il y a Loopsider qui commence à peine à arriver, qui fait à peu près la même chose que Brut. Et en vrai, sur la partie réseaux sociaux en France, il n'y a pas grand-chose qui se dénote. Et en fait, nous, on est arrivé avec une proposition assez nouvelle, et tout le monde nous disait, en vrai, ça ne va pas marcher, parce que c'était du reportage de 10 minutes en France, mais le plus souvent, on a commencé à l'étranger, donc du entre guillemets grand reportage, si on peut l'appeler comme ça. C'était en Russie, au Salvador, c'était au Mexique, c'était un peu aux 4 coins du globe. Et tout le monde me disait, mais vous êtes fous, parce que ça coûte un bras de faire effectivement du reportage vidéo en web, il n'y a pas les mêmes moyens. En plus, en incarné, c'est pas vraiment les codes, c'est plutôt la télé, etc. Et je pense que, en tout cas, une des réussites de Combini News de cette époque, c'est de montrer que ça pouvait marcher, et que ça pouvait effectivement très bien marcher, même en termes d'audience, et qu'il pouvait en plus y avoir un lien, et c'est ça qui est intéressant, c'est attraper une nouvelle audience, intéresser des jeunes générations à ces formats-là, et en plus avoir un lien empathique aussi particulier à travers l'incarnation. Et je pense que c'est aussi toute une des questions sous-jacentes sur la question de l'incarnation dans le journalisme. Cette aventure, elle a duré 2 ans. Petite parenthèse aussi, ce qui était intéressant à Combini, c'est qu'on développait aussi une incarnation engagée. Et voilà, vous connaissez tous les positionnements d'Hugo sur les questions environnement, sur les questions de bien-être animal. Combini a justement aussi permis l'émergence de cette incarnation engagée, et peut-être aussi de décomplexifier peut-être d'autres journalistes et d'autres médias par rapport au fait d'avoir des visages qui sont connus et engagés sur des thématiques. Et à tel point qu'aujourd'hui, certaines écuries ont toutes maintenant ou cherchent à avoir des visages comme ça. Je pense à le Loopsider un temps avec David Perrotin sur les questions de justice sociale, de violence policière. Brut également sur les questions avec Charles Villa, Camille Courcy ou Rémi Buzine sur d'autres volets. Mais je pense que on a réussi à un peu changer les codes sur ça. Et après, donc cette expérience, elle a duré 2 ans.
Hugo est parti de Combini, il a monté une boîte de production pour créer la série documentaire Sur le front, sur France Télévisions. Donc là, c'est des formats qui sont complètement différents. Il m'a proposé de le rejoindre et je l'ai suivi. Et donc voilà, là, on est passé... Enfin, moi, je suis passé sur une temporalité complètement différente. On a quitté les formats courts, entre guillemets, même si c'était quand même 5-10 minutes, pour aller sur du long documentaire, initialement 90 minutes, 120 minutes même sur France 2, initialement la première année, puis 52 minutes sur France 5. Des écritures complètement différentes, du travail d'enquête complètement différent. Moi, j'étais responsable des enquêtes documentaires sur l'émission. Donc, c'est des enquêtes de plusieurs mois, des fois 6 mois, des fois même 10 mois pour certains numéros. C'est du montage de plusieurs semaines. C'est pas le montage à la journée pour faire du flux. Et donc, c'est là aussi un métier, on fait le même métier, mais différemment. On n'envisage pas... Enfin voilà, c'est une temporalité beaucoup plus longue. Et si je vous dis tout ça, en fait, c'est parce que Vaquita, pour moi, c'est justement la somme de ces deux jambes, de ces deux expériences qui sont justement à la fois la question des nouveaux codes, des nouvelles narrations qu'on a pu mettre en place sur les réseaux sociaux, sur Combini News, cette envie d'avoir de l'incarnation engagée, de parler et de s'adapter à chaque réseau social pour aussi... effectivement, s'adresser à des publics qui aujourd'hui consomment énormément l'information via leur smartphone, tout simplement, et via les réseaux sociaux. Et en même temps, on se positionne aussi, et on le revendique, comme un média d'enquête. Et c'est pour ça que la somme de Sur le front est hyper importante. C'est que on fait de l'enquête et on passe des fois des semaines sur des sujets à travailler. Dernier exemple en date, il y a 2 semaines, on a sorti une longue enquête vidéo sur un engrais qu'on importe de Tunisie qui s'appelle le DAP 1846 et qui est produit en Tunisie et qui provoque une catastrophe environnementale en Tunisie et en Méditerranée. C'est une enquête qui nous a pris à peu près 2-3 mois et qu'on a transformée en vidéo en 30 minutes en plusieurs épisodes qu'on a après derrière retravaillé sur les réseaux sociaux. Donc on essaye vraiment d'avoir ces deux axes-là, à la fois les nouveaux codes des réseaux sociaux, l'incarnation et le sérieux de l'enquête sur les sujets environnementaux. Merci Axel. J'ai retenu une formule que alors soit j'ai mal compris, soit tu l'as dit comme ça. Tu as parlé d'écurie. Ouais. Donc en gros, il faut avoir son journaliste. Il faut avoir son journaliste et sa tête de journaliste. Et donc il y a une espèce de battle entre les rédacs. C'est ça l'idée en 15 secondes. En 15 secondes, je pense que c'est... aujourd'hui, chaque média essaye d'avoir, sur la partie vidéo en tout cas, d'avoir effectivement des visages qui sont connus et qui sont facilement identifiables, effectivement, et favorise ça, de les mettre en avant, de leur dire justement à la fois de se mettre en avant dans les contenus, mais aussi même parfois à côté. D'accord. Alexis, tu pars à la chasse toi aussi aux chevaux de course ou Pas tout à fait, je dirais pas les choses comme ça. L'approche est un peu différente. C'est-à-dire que, effectivement, l'ère de l'incarnation, etc., c'est une vraie tendance. Donc, il est fort logique que pour toucher nos lecteurs, pour leur expliquer nos contenus, pour installer une relation avec eux, une relation de confiance. Voilà, c'est vrai que c'est bien aujourd'hui et beaucoup plus qu'avant de se montrer ou de se faire entendre d'ailleurs. Chez nous, ça peut s'incarner. Alors, par exemple, ça va de nos enquêtes vidéo, par exemple, c'est celles qu'on fait sur YouTube, dans des formats moyens. Effectivement, on va souvent voir à côté des images qu'on décrypte, etc. À un moment donné, le journaliste qui porte l'enquête, qui porte le récit, va apparaître. C'est particulièrement visible sur Snapchat et TikTok, surtout sur TikTok, parce qu'en fait c'est vraiment dans l'ADN de cette plateforme de montrer des visages. Mais c'est vrai aussi, pour moi, c'est analogue aussi, par exemple, avec ce qu'on fait pour moi dans notre podcast quotidien L'heure du monde, qui est un format d'une 20aine de minutes qui décrypte une des actualités importantes du jour, où on a aussi un ou une journaliste de la rédaction qui vient pendant une 20aine de minutes expliquer son travail
voilà, expliquer pourquoi, comment il ou elle est entré dans ce sujet, comment ça s'est passé, quel fil il a tiré, etc. Voilà, et raconte son travail. Donc c'est vrai que tout ça est essentiel et qu'aujourd'hui, je reviens sur la question que tu posais, Cyril, précédemment, quand on recrute pour notre équipe Snapchat TikTok, on va être particulièrement attentif, alors comme toujours à la solidité journalistique, évidemment, on recrute que des journalistes, évidemment être attentif à la capacité à faire des vidéos, à l'aspect vidéaste, à l'aspect montage, mais aussi, et voilà, c'est vrai, c'est une réalité nouvelle, à une forme d'aisance dans les nouveaux formats, une capacité à être à l'aise à l'écran, à développer quelque chose. Tu parlais, Axel, d'empathie. Oui, il y a quelque chose qui a trait à ça, de développer quelque chose qui va connecter avec le message et le type de registre dans lequel on essaye d'être, c'est-à-dire quelque chose de carré, de très rigoureux, de fiable, mais aussi dans la forme qui soit accueillant, empathique, ouvert, etc. C'est très très important. C'est pas propre à la vidéo. On peut être ouvert dans l'écriture d'un texte aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas voilà. C'est pour moi ça. Je vois ça comme des notions assez transversales, mais quand même c'est important. Et donc de ce point de vue-là, pouvoir d'ores et déjà au moment où on rencontre quelqu'un voir ce qu'il a déjà produit sur des contenus journalistiques ou pas, mais comment il ou elle se comporte sur les réseaux, dans tous les sens du terme en fait, est assez important pour nous. Pour ce qui concerne cette équipe Snapchat TikTok, c'est pas forcément quelque chose qu'on va demander à l'intégralité des journalistes de la rédaction. Pour terminer sur les écuries, voilà, nous c'est un peu différent, c'est-à-dire que effectivement à un moment donné ça passe par des visages, des voix, mais d'abord c'est pas toujours les mêmes. On travaille vraiment à montrer la variété, la pluralité de notre rédaction, qui est grande, on a de la chance pour ça, donc voilà, on en profite. Et voilà, ce qu'on essaye à travers toutes ces incarnations, ce qui est important pour nous, c'est que les lecteurs s'attachent au monde en général. Voilà, nous, on ne cherche pas à ce qu'ils s'attachent à tel ou tel individu en particulier. Notre problématique, et on estime avoir atteint ce qu'on cherche quand voilà, on va des lecteurs, y compris nouveaux, y compris des lecteurs qui ne savaient pas forcément qu'un média en France s'appelle Le Monde, et voilà, vont nous identifier sur ces nouvelles plateformes, comprendre que notre but, notre problématique, c'est d'amener des contenus nouveaux et fiables, et comprendre aussi qu'on est capable de le faire de façon ouverte, accueillante, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on cherche, plutôt que la promotion de tel ou tel membre de la rédaction. Merci Alexis. Justement, transition, et donc je vais laisser la parole à Maëva, et puis ensuite Valérie nous parlera de la formation, et ensuite on vous laissera la parole. Juste Maëva, donc toi tu es encore étudiante en journalisme, mais déjà journaliste, productrice de contenu sur TikTok. Est-ce que tu le fais parce que tu sais que ça peut te créer une employabilité, ou parce que ça t'amuse, ou parce que voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça? Alors du coup, moi, mon compte TikTok, je dirais que son utilisation, elle est surtout professionnelle, parce qu'en fait, elle est directement liée à ma chaîne YouTube. Avant de le créer, j'étais sur Instagram, Twitter et Facebook, et c'est vrai que déjà j'avais remarqué que la concurrence était déjà assez féroce. Je pense à Hugo Décrypte, mais même les médias mainstream en général. Et donc pour se démarquer, c'était assez compliqué. Et je voyais en fait TikTok comme une sorte d'Eldorado où justement je pouvais découvrir de nouveaux formats et essayer de faire ma place.
C'est vrai que j'avais un regard un peu péjoratif sur TikTok. Pour moi, je voyais mon cousin qui faisait des chorégraphies, donc j'avais cette vision-là. Et c'est justement lui qui m'a convaincue et qui m'a formée à TikTok, à ses codes, donc le choix, la pertinence dans le choix d'une musique, des hashtags. Et donc je me suis lancée sur TikTok il y a environ 1 an. C'était vraiment pour faire la promotion de ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai pu justement attirer des utilisateurs sur certains formats de contenu. Moi, je propose surtout chaque jour une actu du jour qui me semble vraiment pertinente à décrypter. Mais aussi, par exemple, ça peut être en lien avec l'actualité, notamment pendant les élections présidentielles. Je proposais en 30 secondes quelques lignes rapidement des programmes des candidats. Celle d'Emmanuel Macron, par exemple, avait bien fonctionné. Je crois qu'il y avait eu plus de 800 000 vues. Pour moi, c'était déjà énorme. Et ça montrait justement qu'il y avait une appétence des utilisateurs pour comprendre ce qui se passait. Même les programmes, ça pourrait paraître abstrait, surtout que les utilisateurs de TikTok, souvent, sont jeunes. La politique, ça leur paraît assez compliqué. Donc, c'était vraiment leur amener cette information. Et ensuite, ça, c'était vraiment lié à ma chaîne YouTube. Mais du coup, quand je suis rentrée là, cette année à l'EPJT, donc à l'école de journalisme de Tours, on a un cours qui s'appelle les rattrapages de l'actu. Et toutes les semaines, on va faire le résumé par rubrique de l'actualité qui s'est déroulée. Et on fait aussi un résumé donc, de cette actualité sur les réseaux sociaux. Mais justement, j'avais remarqué qu'on n'avait pas de compte sur TikTok. Et ça me paraissait un peu... c'était un décalage justement avec ce que représentait TikTok aujourd'hui, donc un média qui fonctionne, où on peut proposer du contenu qui peut intéresser le public, mais même les jeunes qui y sont dessus. Et donc j'ai proposé qu'on lance un compte, ce qu'on a fait. Et je pense que c'est très pertinent de l'avoir fait. Je pense que c'est même nécessaire pour les étudiants qui sont aujourd'hui en école et même pour les médias d'avoir une présence sur TikTok, parce que bien sûr pour lutter contre la désinformation, ça c'est évident, mais aussi pour apporter une diversification dans l'actualité, dans la proposition de l'information. C'est vrai que les contenus qu'on peut retrouver sur TikTok vont être des sujets connus de tous, ou en tout cas des sujets qui font le buzz. Et je trouve que c'est dommage parce que justement pour apporter cette connaissance aux utilisateurs, il faut que des médias, même des journalistes qui ont justement cette formation de pouvoir, cette capacité d'apporter l'information doivent s'y mettre. Et puis aussi tout simplement parce que c'est une nouvelle façon d'apporter l'information, et TikTok, je pense que c'est même plus la peine de dire que c'est un réseau social qui est en train d'émerger. On sait déjà qu'il a sa place parmi les grands autres réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est une compétence à acquérir dans les écoles de journalisme. Enfin, ça me paraît être une évidence. Et même, je pense, même pour les médias, vous avez pu en parler justement, mais c'est vrai que savoir utiliser TikTok, ce qui, bon, ça prend, c'est pas non plus très, très compliqué, mais je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. Merci Maëva. Valérie, justement, est-ce que les jeunes étudiants aujourd'hui réclament ce genre de formation? Est-ce qu'ici, au CELSA, on a mis en place des cours spécifiques, ou est-ce que finalement tout ça n'est qu'une question de forme et on en a connu beaucoup pendant des décennies, et le plus important reste quand même de savoir ce qu'on raconte avant de savoir comment on le raconte? Je crois qu'il faut effectivement repartir de là. Quel est le rôle du journaliste ou de la journaliste? Quel est le cœur et le fondement de son métier? Est-ce que les fondamentaux, quel que soit le format, doivent être présents, sourcés, vérifiés, croisés, mettre en forme, éditorialiser, puis communiquer? Je pense qu'en fait, cette question que tu poses, elle renvoie à cette dernière couche. Il y a une sorte de focalisation qui s'opère dans ces formats sur l'idée que c'est la relation qui prime et qu'il va falloir travailler cette forme de la relation par la mise en évidence de l'identité personnelle du journaliste. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je crois que dans l'histoire des médias qui se sont succédés, il y a des moments où cette forme-là est importante, souvent au moment de la naissance d'un média. Je pense au premier moment, par exemple, de la télévision. On avait cette incarnation très très forte de certains individus qui étaient quasiment l'équivalent de la télé chez nous. Enfin, quand on ouvrait la télé, qu'il y avait une seule chaîne et qu'il y avait un visage qui revenait régulièrement, on avait déjà cette sensation
connaissance interpersonnelle avec un journaliste passeur de l'information. Il y a des moments dans l'histoire où c'est la dimension peut-être plus collective du média qui prend le pas et qui devient une norme plus importante. Et on a des effets de balancier, de résurgence de certains moments des formes journalistiques qui reviennent. Et peut-être que la question que tu poses renvoie à ça, c'est-à-dire qu'on assiste à un moment de remémoration de l'idée que le lien au public est quelque chose d'essentiel, parce qu'on est dans un moment d'hyper-concurrence entre tous les discours, y compris des discours qui ne sont pas des discours journalistiques. Alors sur ces phénomènes, peut-être un peu de référence, on ne se refait pas une référence un peu universitaire sur cette question de la présence et du lien. Il y a un chercheur qui a travaillé sur cette question du rôle du passeur et du présentateur à la télévision, c'est Éliseo Véron, qui avait écrit un très beau texte sur ce phénomène de mise en scène de la relation. Il est là, il me parle, et il décrit très bien en fait ce que vient faire l'importance du regard direct à travers l'écran pour toucher un public et le capter. Il explique que ce phénomène est quelque chose d'essentiel dans la communication. Alors pour répondre plus directement à la question que tu posais, et dans les formations, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous devez absolument répondre à ce besoin? Est-ce que c'est une sorte de demande des étudiants? En fait, je pense que c'est quelque chose d'assez diffus. Partons d'un phénomène important, c'est que dans les formations journalisme, et je pense que je peux me permettre de parler au nom des 14 écoles dont les cursus sont reconnus, on est très attentif à l'insertion de l'employabilité. Et le premier lien qu'on a avec les employeurs, c'est souvent les cours, les bourses, les concours, les différents moments où on peut essayer d'aider nos étudiants, non pas à se formater, parce que ça on l'a beaucoup reproché aux écoles, mais à mieux comprendre certaines des attentes des employeurs. Eh bien, dans ces attentes maintenant, dans le moment du recrutement qui précède la rencontre avec l'employeur, les entreprises médiatiques demandent des CV vidéo qui posent beaucoup de questions à nos étudiants. Qu'est-ce que je vais y mettre dans un format 1 minute? Mais attendez, est-ce que c'est mon visage qui compte? Ça leur pose beaucoup de questions. Donc à la fois, ils sont familiers de ces formats parce qu'ils sont des utilisateurs à titre personnel de ces réseaux sociaux. Et en même temps, dans le passage à la dimension professionnelle, ils s'interrogent sur comment on fait. Alors pour les accompagner, et sans rentrer dans l'idée qu'il faut répondre absolument à une commande des employeurs, on essaie de réfléchir avec eux à ce qu'ils peuvent communiquer. Donc on essaie de revenir sur leurs intérêts journalistiques, leurs compétences qu'ils essayent de mettre en scène à travers ces CV qui sont assez quand même difficiles à faire, parce que c'est quand même le visage rapproché, c'est son émotion, sa voix, son souffle. Il y a une dimension de corporéité qui est assez importante et que nous accompagnons, en tout cas ici au CELSA, avec du travail sur l'expression orale. On fait intervenir des comédiens qui vont guider nos étudiants dans cette démarche pour essayer de la professionnaliser. Qu'est-ce qu'on communique à travers sa voix, son visage, son souffle, pour pouvoir faire ce travail. Donc il y a une vraie demande à la fois des étudiants, mais pas pour simplement reproduire ce qu'on fait à titre personnel, mais pour trouver des compétences particulières et répondre à cette demande des médias qui entendent aussi les usages des nouveaux publics. C'est complexe comme réponse, mais on voit que c'est à plusieurs strates. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'on oublie qu'il y a une montée en puissance du format vertical. Je pense que les manières de filmer, de capter l'information ont aussi leur rôle à jouer. Ce retournement de l'écran où on part de quelque chose qui est horizontal, grand, à quelque chose qui est vertical, et dans lequel les marges sont floutées, avec ce recentrement sur ce qui se passe au cœur de l'écran, joue pour beaucoup dans cette nouvelle demande sociale globale. Donc il y a des dimensions à la fois de formation, mais aussi, me semble-t-il, des dimensions techniques, économiques et puis sociales, de nouvelles façons de regarder l'information et de les consommer qui transforment aussi ce qu'on doit essayer d'apporter à nos étudiants pour pouvoir aller vers le marché du travail de manière confiante. Merci. Merci Valérie. La salle, il y a un micro qui circule. Je m'appelle Olivier Schnell, j'appartiens à l'ancienne génération. Je travaille pour un média classique, presse écrite et web, et petite remarque sémantique, vraiment très brève, jusqu'à l'intervention de Maëva, on parlait ici de médias traditionnels et de médias classiques.
et Maëva a parlé de médias mainstream. Ça nous emmènerait un peu loin. Ma question s'adresse a priori à Alexis Delcambre. Cyril Petit et Élise Colette évoquaient tout à l'heure le sondage Kantar pour la Croix qui disait que 51% des moins de 35 ans jugeaient positive une information venant de quelqu'un qui n'est pas journaliste. Il y a un autre sondage d'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès où on observait qu'une proportion importante de jeunes considéraient qu'une information était d'autant fiable qu'elle venait de quelqu'un qui avait beaucoup d'abonnés. Et j'aimerais savoir comment, Alexis Delcambre et d'autres peut-être, comment un média classique peut résister ou en tout cas intégrer cette donnée dans sa manière d'opérer. Merci. Oui, non, c'est vrai que ces deux chiffres sont tout à fait marquants. Je pense qu'ils disent vraiment des choses profondes sur la perception sociétale des médias, sur le champ dans lequel on est, sur une forme de confusion qui peut se développer aussi autour de qui parle et d'où parle, ce qu'on voyait au début dans les exemples montrés sur la mode. C'est vrai que il y a différents locuteurs, des journalistes et des non-journalistes qui s'expriment un peu dans les mêmes formes et que voilà, il faut veiller. Et la question, c'est aussi comment on rend lisible pour le public le qui parle et le d'où on parle. Après, je veux dire, le public, les lecteurs sont tout à fait libres de regarder ce qu'ils veulent et si eux considèrent qu'ils sont mieux informés en élargissant le champ des gens auxquels ils se réfèrent, bon, voilà, ça, on peut dire, c'est normal. Et voilà, mais simplement, je pense que ce qui est très très important, c'est que c'est de veiller à ce que dans la culture commune, on sache, qui démarre dès l'école, qu'on sache bien discriminer qui parle et qu'on sache qu'un discours journalistique, c'est a priori différent d'un autre discours parce que un discours qui va s'appuyer quand même sur certains points dans la vérification, le rapport aux sources, l'attachement à une forme d'un peu de contradictoire ou de variété de points de vue dans l'expression des choses. Voilà. Ces sondages, celui de la Croix, montrent que ce point est peut-être pas parfaitement clair aujourd'hui. Et il dit aussi probablement, il répète un peu peut-être aussi le constat d'une défiance qui peut exister aussi vis-à-vis des discours issus des médias. Voilà, donc ça, comment ça se résout? Je pense que c'est multiple et ça dépasse largement ce que les acteurs médiatiques peuvent faire. C'est des questions éducatives et sociétales assez profondes. Mais donc je pense qu'il faut, il y a ce point d'attention qui est important. Et puis voilà, sur les plateformes dont on parle, Snapchat, TikTok ou Instagram, on le voyait au début, il y a beaucoup d'autres points d'attention aussi dont il est bon de parler et dont il est bon que chacun ait conscience. Il y a des effets d'algorithmes extrêmement puissants. Le nombre d'abonnés, le nombre de followers, c'est des choses qui sont qui disent peut-être quelque chose, mais qui sont aussi aisément manipulables. Il y a beaucoup d'outils pour le faire. Il y a aussi évidemment beaucoup de relais d'influence économiques, politiques, étatiques qui agissent dans ces espaces. Nous, au monde, la conclusion qu'on tire quand on voit tout ça, c'est de se dire, bon, quelque part, c'est plutôt du coup une raison de plus d'y aller et d'essayer de faire aussi exister un propos informatif tel que nous ou d'autres qui travaillent avec les mêmes valeurs peuvent le porter. On dit que c'est plutôt une raison d'y aller, mais c'est vrai qu'on est aussi préoccupé d'un certain nombre de caractéristiques de ces espaces sur lesquels il faut qu'il y ait une information large et connue sur tous ces phénomènes. Merci Alexis. Axel, quelques petites secondes ta réponse. En gros, est-ce que vous avez basé votre modèle économique sur un taux de conversion des followers Twitter d'Hugo Clément en vous disant si on fait 0,5% de ces followers qui convertissent, notre modèle économique est garanti? Alors, ce serait tentant. Plus que Twitter, d'ailleurs, je dirais plutôt Instagram. En vérité, on veut être plus présent d'ailleurs sur Instagram que sur Twitter. Pour d'autres raisons, peut-être que j'aborderai après. Non, mais c'est sûr que si
l'idée de base, c'est un média qui est lancé par Hugo Clément, qui est incarné notamment par Hugo Clément. Si une partie de ses abonnés qui le suivent, qui le soutiennent dans ses engagements, souhaitent aussi participer et financer notre média, on serait tout à fait ravis, on ne va pas se le cacher. Nous, on est pour parler du modèle économique, donc on est un média qui est financé par abonnement, c'est 5 € par mois. On n'a pas de publicité, on n'a pas de régie commerciale, on n'a pas de régie publicitaire. On ne fait pas de publi-reportage non plus. Donc nos seules rentrées d'argent, depuis qu'on s'est lancé, c'est les abonnés en fait, c'est les abonnements. Et juste un petit mot donc, pour revenir juste sur le débat d'avant. Je pense que bon, évidemment il y a une crise de confiance en France, mais qui touche évidemment les médias, mais pas que les médias, et qui est très globale. Et ça demande de répondre sur le long terme de manière... Enfin voilà, là c'est un autre débat. Après, sur la question des abonnés, sur le fait que de plus en plus de personnes considèrent qu'une source fiable est une source avec beaucoup d'abonnés, si je résume à gros traits, je pense qu'on a tous été peut-être un peu surpris depuis ces dernières années de voir des comptes émerger, un peu anonymes, on ne sait pas vraiment qui sont derrière, et puis tout d'un coup, ils explosent, ils ont 500 000 abonnés, ils relaient énormément de choses. Je pense que moi, le constat que je fais, c'est que globalement, ce ne sont pas des... Ils ne créent pas de la valeur ajoutée journalistique dans le sens où c'est pas eux qui trouvent de l'information. Eux ne font juste que, entre guillemets, se servir d'une information qui est déjà présente sur des rédactions qui vont, ils vont, entre guillemets, se servir d'informations déjà présentes et la mettre en forme, en fait. La mettre en forme et l'adapter aux réseaux sociaux, et ça avec une quantité et une rapidité assez dingue. Et c'est ça qui fait que, je pense, on voit de plus en plus de nouveaux profils comme ça, très très suivis. C'est des gens qui ne produisent pas d'informations, ils ne font que principalement la mettre en forme. Là, entre guillemets, on pourrait être critique, la vampiriser et la mettre en forme. Mais ce que ça dit, c'est qu'ils ont compris, mine de rien, la question de l'hyper-rapidité et de cette bataille de l'attention, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, puisque en permanence, toutes les 5 minutes, ils vont publier une petite news qu'ils auront pris à droite à gauche, et ils vont vraiment l'adapter en fonction du réseau social. Donc nous, je pense que ça doit nous interroger aussi sur notre présence sur les réseaux sociaux et comment on doit aussi répondre, s'adapter aussi, nous, par rapport à nos formats. Parce que c'est super de passer des semaines pour faire une très belle enquête et la publier derrière sur nos réseaux sociaux. Mais si ensuite elle est vampirisée et que le compte anonyme à côté s'en empare mieux finalement que nous, quelque part on doit s'interroger pourquoi on n'a pas réussi aussi à avoir autant d'audience sur les réseaux sociaux. Ma question portait plus sur les plateformes et l'indépendance en fait, parce que vous l'avez dit, les plateformes sont des médias avec des gens à leur tête qui ont des intérêts aussi. On a pu le voir avec Twitter et Elon Musk. Comment vous vous adaptez à ça, notamment aux algorithmes qui décident si vous êtes visible ou pas? Donc en soi, vous n'êtes pas tellement maître des règles. Et aussi même, au bout d'un moment, si par exemple Facebook, comme aux États-Unis, décide de plus promouvoir les contenus d'actualité, vous allez aussi plus être promu sur ces plateformes. Voilà, et ma deuxième question était pour vous, au Monde. Quelle est la ligne éditoriale du TikTok du Monde? Comme on peut voir, le Washington Post, par exemple, a une ligne éditoriale très politique, très économique. Et le Monde, on a l'impression qu'on ne retrouve pas vraiment le Monde papier, par exemple. Donc je me demandais comment les sujets sont choisis et traités. Voilà. Sur le premier point, il y a deux choses différentes. Il y a la visibilité et il y a l'indépendance. Vous avez parlé des deux dans la question. Sur la visibilité, ma foi, les plateformes, elles font ce qu'elles veulent avec leurs algorithmes pour accroître leur chiffre d'affaires. Voilà, nous, on ne peut pas faire grand-chose sur ça, sinon s'y adapter, essayer de deviner un peu comment marche l'algorithme, s'y adapter. Puis si un jour une plateforme décide qu'elle ne veut plus des contenus du Monde ou qu'elle ne veut plus tout court de contenu d'information, voilà, on ira ailleurs et puis tant pis, c'est comme ça. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Sur l'indépendance, par contre, c'est extrêmement important. Voilà, nous au Monde, évidemment, on entend diffuser sur les plateformes ce qu'on a décidé de diffuser dans le fonctionnement habituel de notre vie de rédaction. On décide de ce qu'on parle, et donc les plateformes ne nous demandent pas, n'approuvent pas ou n'ont pas de regard évidemment sur ce qu'on publie. Et si elles le revendiquaient, ce serait un problème,
et on leur dirait que c'est pas possible, et soit elles seraient d'accord avec ça, ou alors on arrêterait tout simplement d'y publier. Sur le deuxième point, sur la ligne éditoriale du TikTok du Monde, c'est autour de la notion d'explication et de vulgarisation des grands concepts, des grandes notions qui traversent l'actualité. Et c'est une ligne éditoriale donc qui est autour de l'explication et qui est cohérente avec ce qui peut se faire sur une partie du site du Monde, ce qui peut se faire sur d'autres formats comme notre podcast, etc. Et le parti pris, c'est d'expliquer avec un petit côté do it yourself, un peu bricoleur, d'expliquer avec des objets simples et des choses du quotidien. Et donc évidemment, c'est pas forcément l'explication n'est pas au cœur de ce qu'on trouve dans l'édition papier du Monde, mais c'est pas grave. Pour nous, c'est plus dans une panoplie de registres dans lesquels on peut s'inscrire.